Au Pentagone, dans les couloirs du ministère de la Défense américain, une horloge digitale décompte les jours, les heures, les minutes, jusqu'à une date précise. 2027. Cette horloge n'est pas une curiosité décorative, c'est un avertissement permanent visible par tous les officiers qui travaillent dans le bâtiment. Pour les stratèges militaires américains, 2027 représente l'année où la Chine sera potentiellement prête à lancer une invasion de Taïwan. Cette île de 23 millions d'habitants, que Pékin considère comme une province rebelle, à réunifier par tous les moyens, y compris la force. Cette date n'a rien d'arbitraire. Elle provient de renseignements classifiés selon lesquels le président Xi Jinping aurait ordonné à l'Armée populaire de libération d'être capable de mener à bien une opération militaire contre Taïwan à cet horizon. Pour comprendre pourquoi 2027 cristallise toutes les angoisses géopolitiques, il faut d'abord saisir la signification symbolique et politique de cette année pour le régime chinois. 2027 marque le centenaire de la fondation de l'Armée populaire de libération. Cette armée née dans les montagnes du Jiangxi lors de la guerre civile chinoise est l'instrument fondamental du pouvoir communiste. Xi Jinping, qui a fait de la modernisation militaire une priorité absolue de son règne, a fixé comme objectif que l'Armée populaire de libération devienne une force moderne à cette échéance symbolique. Moderne signifie ici capable de mener des opérations militaires complexes contre des adversaires technologiquement avancés, capable de projeter sa puissance au-delà des frontières chinoises et surtout, capable de vaincre les forces américaines dans un conflit régional. Mais 2027 coïncide également avec le 21e congrès du Parti communiste chinois, événement politique majeur qui se tient tous les 5 ans. Xi Jinping, qui a déjà brisé la tradition en s'octroyant un 3e mandat lors du 20e congrès en 2022, briguera probablement un 4e mandat historique. Pour un dirigeant qui a fait de la réunification avec Taïwan un objectif central de son héritage politique, arriver à ce congrès sans avoir progressé significativement vers cet objectif serait perçu comme un échec. La réunification de Taïwan avec la Chine n'est pas une obsession récente. Elle remonte à la fin de la guerre civile chinoise en 1949, quand les nationalistes du Kuomintang, défaits par les communistes de Mao Zedong, se sont réfugiés sur l'île avec 2 millions de personnes. Depuis 75 ans, les deux rives du détroit de Taïwan vivent dans une coexistence hostile. Pékin n'a jamais renoncé à récupérer l'île, et Taïwan a évolué d'une dictature militaire anticommuniste vers une démocratie prospère qui n'a aucune envie de se soumettre au Parti communiste chinois. Pendant des décennies, la Chine était trop faible militairement pour envisager sérieusement une invasion. Mais les 40 dernières années de croissance économique fulgurante ont permis à Pékin d'investir des centaines de milliards de dollars dans sa modernisation militaire. Aujourd'hui, l'Armée populaire de libération dispose de la plus grande marine du monde en nombre de navires, avec plus de 370 bâtiments, contre environ 280 pour la marine américaine. Elle a construit des porte-avions, des destroyers lance-missiles ultramodernes, des sous-marins nucléaires d'attaque et surtout des capacités amphibies massives spécifiquement conçues pour un débarquement à Taïwan. Les exercices militaires chinois autour de Taïwan se sont intensifiés de manière dramatique ces dernières années. En 2024, le nombre de violations de la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise par des avions chinois a presque doublé, passant de 1703 incursions en 2023 à 3075. Ces intrusions ne sont plus de simples provocations, ce sont des répétitions. L'amiral Samuel Paparo, commandant des forces américaines du Pacifique, a déclaré en février 2025 que les manœuvres chinoises ne relevaient plus d'exercices, mais de répétitions en vue de l'unification forcée de Taïwan avec le continent. Chaque exercice teste un aspect différent d'une invasion potentielle. Encerclement naval, blocus aérien, débarquements amphibies simulés, guerre électronique, cyberattaque. La Chine développe également une stratégie de guerre hybride contre Taïwan qui rappelle les tactiques russes en Europe. Depuis le début de l'année 2025, 2 câbles sous-marins reliant Taïwan à la Chine et aux États-Unis ont été endommagés par des navires chinois. Fin février, les gardes-côtes taïwanais ont surpris un cargo civil chinois en train de couper délibérément un câble de télécommunication. Ces attaques contre les infrastructures critiques ne sont pas des accidents. Elles font partie d'une campagne visant à tester la résilience taïwanaise
et à semer le chaos avant toute opération militaire majeure. Parallèlement, des embarcations chinoises civiles testent régulièrement les défenses côtières taïwanaises. Des citoyens chinois traversent le détroit de Taïwan, large de 130 km, à bord de canots pneumatiques motorisés, se filment sur les plages taïwanaises avec des drapeaux chinois et publient des vidéos déclarant vouloir rendre la précieuse île à la mère patrie. Taipei considère ces traversées comme du harcèlement orchestré par Pékin pour habituer la population taïwanaise à l'idée d'une présence chinoise sur son territoire. Mais pourquoi Taïwan est-elle si importante pour la Chine au point de risquer potentiellement une guerre avec les États-Unis? La réponse combine nationalisme, stratégie géopolitique et économie. Sur le plan symbolique, Taïwan représente l'humiliation historique non résolue de la guerre civile. Pour le Parti communiste chinois, l'existence d'une Chine démocratique et prospère à quelques kilomètres du continent est une contradiction insupportable qui remet en question sa légitimité. Si les Chinois de Taïwan peuvent vivre en démocratie, élire leurs dirigeants, critiquer leur gouvernement, pourquoi les Chinois du continent ne le pourraient-ils pas? Cette question mine le récit officiel, selon lequel seul le Parti communiste peut garantir la stabilité et la prospérité de la Chine. Sur le plan stratégique, Taïwan occupe une position géographique cruciale dans ce qu'on appelle la première chaîne d'îles, cette ligne de territoire qui s'étend du Japon aux Philippines en passant par Taïwan, et qui enferme la Chine dans ses mers côtières. Tant que Taïwan reste hors du contrôle chinois et aligné avec les États-Unis, la marine chinoise ne peut pas accéder librement à l'océan Pacifique. Chaque navire chinois qui veut sortir dans le Pacifique doit passer par des détroits surveillés par des forces hostiles. Contrôler Taïwan briserait cette chaîne et permettrait à la Chine de projeter sa puissance maritime bien au-delà de ses côtes. Mais c'est sur le plan économique que l'enjeu devient véritablement existentiel pour le reste du monde. Taïwan produit environ 63% de la capacité mondiale de fonderie de semi-conducteurs, et cette part atteint 90% pour les puces les plus avancées, celles gravées en 5 nanomètres ou moins. Au cœur de cette domination se trouve la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, le géant qui fabrique les puces pour Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm et pratiquement tous les acteurs majeurs de la technologie mondiale. TSMC détient plus de 90% des capacités mondiales de production des technologies les plus avancées. Sans TSMC, pas d'iPhone, pas de carte graphique pour l'intelligence artificielle, pas de processeurs pour les data centers, pas de puces pour l'industrie automobile. L'économie numérique mondiale s'effondrerait. Si la Chine prenait le contrôle de Taïwan, elle contrôlerait ce goulot d'étranglement technologique et pourrait couper l'approvisionnement en semi-conducteurs avancés au reste du monde. C'est précisément pour cette raison que les États-Unis ont fait pression sur TSMC pour qu'elle construise des usines en Arizona. Un projet de 100 milliards de dollars visant à réduire la dépendance américaine. Mais ces usines ne seront pleinement opérationnelles que dans plusieurs années et elles ne représenteront qu'une fraction de la capacité taïwanaise. Pour l'instant, le monde reste désespérément dépendant de cette petite île coincée entre la Chine et le Pacifique. Face à cette menace croissante, Taïwan se prépare frénétiquement. Le président Lai Ching-te a annoncé en novembre 2025 un plan d'investissement militaire colossal de 40 milliards de dollars supplémentaires sur 8 ans, portant le budget de défense à plus de 3% du PIB. L'objectif officiel est d'atteindre un haut niveau de préparation des forces de combat interarmées pour dissuader efficacement les menaces chinoises d'ici 2027. Le gouvernement taïwanais a également prolongé le service militaire obligatoire de 4 mois à 12 mois, développé une industrie locale de drones et accéléré le déploiement du système T-Dome, un bouclier antimissile multicouche destiné à intercepter les vagues d'attaques que la Chine pourrait lancer. La stratégie taïwanaise repose sur le concept de défense asymétrique. Ne pas essayer de rivaliser avec la puissance de feu chinoise, mais rendre l'invasion si coûteuse, si complexe, si meurtrière que Pékin y renoncera. Des missiles anti-navires mobiles cachés dans les montagnes, des mines marines intelligentes, des drones kamikazes par milliers, une population entraînée à la résistance urbaine, tout cela vise à transformer Taïwan en hérisson indigeste. Mais cette préparation soulève un paradoxe dangereux.
Pour le principal parti d'opposition taïwanais, le Kuomintang, ces préparatifs militaires risquent d'être perçus par Pékin comme une provocation qui rendrait l'invasion plus probable plutôt que moins. C'est le dilemme classique de la spirale sécuritaire. En se préparant à la guerre, on rend la guerre plus crédible. Les analystes débattent intensément des scénarios possibles. Une invasion amphibie à grande échelle style débarquement de Normandie semble peu probable, car extrêmement risquée et incertaine. Le détroit de Taïwan n'est navigable que pendant 2 fenêtres météorologiques par an, au printemps et en automne, et même pendant ces périodes, les conditions peuvent être difficiles. Taïwan dispose de capacités défensives redoutables et bénéficierait probablement du soutien américain et japonais. Un blocus naval et aérien progressif semble plus plausible. Encercler l'île, couper ses approvisionnements en énergie et en nourriture, paralyser son économie sans tirer un coup de feu et attendre que la population et le gouvernement capitulent. Ce scénario de guerre par strangulation éviterait les pertes massives d'une invasion frontale tout en permettant à Pékin de dire qu'il n'a pas attaqué Taïwan, mais simplement rétabli l'ordre dans ses eaux territoriales. Le scénario le plus sophistiqué combine guerre hybride, subversion politique, cyberattaque massive et intimidation militaire. Amplifier le soutien aux partisans de la réunification à Taïwan, décrédibiliser le gouvernement démocratique par la manipulation des réseaux sociaux, paralyser les infrastructures critiques par des cyberattaques, assassiner des personnalités clés, créer le chaos, puis présenter l'intervention militaire chinoise comme une opération de rétablissement de l'ordre. Dans le scénario idéal pour Pékin, le régime taïwanais s'effondrerait de l'intérieur et l'armée populaire de libération serait appelée pour restaurer la stabilité. Récemment, Xi Jinping a effectué une purge majeure au sommet de son commandement militaire, limogeant le général Zhang Yuxia et le chef d'état-major Liu Zhenli en janvier 2026. Ces généraux étaient précisément ceux qui préparaient depuis des années l'invasion de Taïwan. Certains analystes suggèrent que cette purge pourrait retarder les plans chinois car on n'envahit pas une île fortifiée quand on réorganise toute sa chaîne de commandement. D'autres estiment au contraire que Xi remplace les prudents par des loyalistes plus jeunes et plus agressifs qui n'hésiteront pas à exécuter ses ordres. La vérité est que personne ne sait avec certitude si la Chine attaquera Taïwan en 2027 ou à n'importe quelle autre date. 2027 n'est peut-être qu'une date butoir pour les capacités militaires, pas nécessairement une date d'invasion. Mais l'accumulation d'indices est troublante. La modernisation militaire accélérée, les exercices de plus en plus réalistes, la guerre hybride déjà en cours, la rhétorique nationaliste exacerbée, les purges au sommet de l'armée et surtout l'horloge qui décompte au Pentagone. Ce qui est certain, c'est que le monde se dirige vers le moment de vérité le plus dangereux depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Un conflit autour de Taïwan ne serait pas une guerre régionale, ce serait un affrontement entre les 2 premières puissances mondiales, avec des répercussions économiques catastrophiques pour l'ensemble de la planète. L'industrie technologique s'effondrerait, les chaînes d'approvisionnement mondiales seraient paralysées. Et le risque d'escalade nucléaire ne peut être exclu. 2027 approche à grands pas, et les préparatifs des 2 côtés du détroit de Taïwan ne laissent aucun doute sur le sérieux de la menace.